Votre histoire familiale est traversée de secrets. Des secrets qu'il fallait tenir au risque de sa propre vie. Vous venez de le rappeler, votre père et votre mère ont eu une attitude admirable et ont sauvé beaucoup de personnes pendant la période de l'occupation. Mais votre mère aussi a eu des secrets très lourds à porter, et si lourds à porter qu'elle n'a même pas voulu les délivrer à ses propres enfants. Oui, elle masquait ce qui pour elle avait été très tôt dans sa vie une honte et une humiliation. L'humiliation vient du jour où j'ai pu le reconstituer à travers des témoignages de gens très âgés, mais qui avaient d'autres témoignages sur ce moment-là, lorsque dans une classe, dans un lycée à Versailles, le professeur, devant d'autres élèves, regarde, je ne sais plus pour quelle raison, une fiche d'état civil et lui dit « Mais je ne vois pas le nom de votre père. » En insistant lourdement. Oui, parce que c'est un salaud. Parce que c'est un méchant, c'est un vilain, c'est tout ce qu'on veut. Enfin, salaud, il aime faire souffrir. Il aime dominer. Et elle en conçoit, évidemment, une humiliation et une honte telle qu'à mon avis... Pensez-vous, car vous ne savez pas ce qu'elle a ressenti, votre propre mère. Vous avez tout à fait raison. Et cette scène-là, je la reconstitue comme un romancier. Je ne peux pas savoir ce qu'elle a pensé. Et effectivement, là vous avez raison, et c'est là où on entre dans la difficulté entre... C'est pas de la fiction, mais c'en est quand même. Ce livre est à la fois un livre de mémoire, puisque je raconte des choses vraies, mais c'est à partir parfois d'une phrase, d'un mot dans une lettre que j'ai redécouverte, ou de certaines conversations que j'ai eues avec elle beaucoup plus tard. Mais pour revenir à Netka, puisqu'elle s'appelait Netka, diminutif de Netushka, donc d'origine polonaise, elle n'a jamais voulu véritablement dire à ses enfants, à ses garçons, qu'elle venait effectivement d'un couple totalement illégitime, un comte polonais avec une institutrice française. Là aussi, c'est un mystère et qui m'a passionné, moi, comme romancier. Comment cette jeune femme, cette jeune institutrice, qui elle-même, d'ailleurs, et c'est intéressant, Laure, est une fille naturelle, et que sa mère, qui est une femme de ferme, est aussi une fille naturelle. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'à l'époque, on engrossait la fille de ferme et puis basta, et on partait. Et donc, cette jeune femme, qui, sans doute, par la vertu de ses neurones, devient institutrice. Déjà, c'est extraordinaire. Et comment, et où, et pourquoi rencontre-t-elle ? Ça aussi, ça intrigue le romancier et l'enquêteur, journaliste que je demeure, rencontre-t-elle ce comte polonais, jeune et beau, marié, père de 5 enfants. D'où sort donc un vrai couple, tout à fait illégitime, bien sûr, et qui se dissimule, qui se masque, et 2 enfants. Ma mère est née à Dresde, on ne sait pas pourquoi elle est née à Dresde. J'ai retrouvé la fiche d'état civil, et sur le mot « père », en allemand, il y a un trait. Bon. Tout ça, elle l'a porté. Elle l'a porté suffisamment longtemps pour que ça pèse sur son ressenti, sur ses réflexions, sur sa vision du monde et son besoin extraordinaire d'amour. Non pas qu'elle n'ait pas été aimée, puisqu'elle avait été adoptée après plusieurs traversées de plusieurs familles, plusieurs pensions, par une dame qu'elle appelait marraine, et qui l'a beaucoup aimée, et qui avait aussi adopté son frère, qui lui avait 1 an de plus qu'elle. Car quand même, ce couple illégitime fait 2 enfants, pardon. Ça veut donc dire que c'est sérieux, c'est pas simplement une amourette. Et cette marraine, les adopte pas vraiment jusqu'au jour où elle considère que le fils devrait faire Saint-Cyr, devrait être militaire, et donc il faut qu'il soit nationalisé, il faut qu'il passe certaines barrières administratives, et donc elle l'adopte. Mais elle n'adopte pas Netka. Donc elle est encore une fois abandonnée. C'est aussi un livre, Laure, sur l'abandonnement, l'abandon. Ce que les psychiatres, psychanalystes, je ne sais pas, appellent l'abandonnite. Elle a été abandonnée. Ce miracle de la vie, c'est qu'elle a rencontré un homme qui sera mon père, qui a 20 ans de plus qu'elle, et qui lui apporte cet amour qu'elle a toujours cherché, qui lui apporte aussi sans doute le substitut d'un père. Alors vous, Philippe Labro, vous êtes romancier, vous êtes journaliste, vous avez écrit de très nombreux livres. Vous avez dans votre registre d'écriture plusieurs thématiques, dont
votre vie, la matière de votre vie. Exact. Ce sont à la fois des enquêtes, quand il s'agit de l'histoire contemporaine que par hasard ou parce que vous avez beaucoup de talent, vous avez rencontré. Je veux parler évidemment de l'assassinat de Kennedy, mais de bien d'autres choses. Et ce sont aussi des romans. Qu'est-ce qui est vrai dans ces romans et qu'est-ce qui est fictionné dans les livres autobiographiques? C'est la vraie question d'une grande partie de la littérature, pas seulement la mienne. Aragon disait, le roman, c'est l'art de brouiller les cartes. J'ai à ma disposition, puisque je suis doté d'un certain don d'observation, puisque je deviens journaliste à cause de ça, et d'une très grande curiosité, c'est aussi pour ça que je deviens journaliste, j'ai à ma disposition les cartes du vécu, c'est-à-dire là, on est dans le réel, mais c'est un vécu qui est transformé par le tamis de la mémoire. Donc même ce que j'ai vécu est déformé, et absolument pas la vérité, il n'y a pas de vérité dans une mémoire. Tamis de la mémoire, donc carte de la mémoire, carte donc du vécu, carte de l'observer, carte du raconter, c'est-à-dire ce que les gens vous racontent, c'est-à-dire vous prenez des notes, toute ma vie j'ai pris des notes, et ensuite à partir de cela, carte de l'imaginaire, de l'imagination et de l'invention. Donc il n'y a pas de pourcentage, il n'y a pas 50% de vrai, 50% de fiction, ça peut être 60-40, ça peut être ce que vous voulez. Les cartes sont brouillées, c'est pour ça que j'appelle ça un roman. J'avais eu, non pas une querelle, mais enfin une conversation avec Michel Tournier, lorsque j'étais plusieurs fois goncourable. Je ne l'ai jamais été d'ailleurs, et c'est pas plus grave. Mais attendez, c'est pas fini. Oh, ben bien sûr que si. Non, non. Les concours désormais, ma chère, sont donnés à des gens de moins de 35 ans, de 40 ans, et qui n'ont absolument pas de livre derrière eux, ou très peu. On leur donne une chance. Lorsque j'étais déjà candidat au concours, on disait, oui, ben, ça va, son livre se vend déjà très bien, il n'y a pas besoin de ça. Bon, bref, oublions. Et Tournier me disait, tu as choisi une voie qui n'est pas celle de l'imaginaire. Tournier, évidemment, c'est pas tout à fait cela. Hein. Et donc, c'est pas vraiment de la fiction. C'est un mélange assez étrange et très talentueux, me disait-il. Il était très gentil, très flatteur, mais pour nous, c'est pas du roman. Lorsque le petit garçon en particulier, et plus tard Un début à Paris, ont été dans la liste, la short list, comme on dit aujourd'hui, des Goncourt, c'est une des raisons pour lesquelles on ne m'a pas choisi. Ça n'est pas grave. Revenons à votre question originale et originelle. Qu'est-ce qui est vécu? Qu'est-ce qui n'est pas vécu? Tout est faux. Mais tout est vrai. Mais quelquefois, la fiction est plus vraie que la vraie vie. Mais évidemment. Ou la fiction prévoit ce qui va se passer dans la vie. Bien sûr, bien sûr. La fiction, c'est formidable, la fiction. Quand vous tenez cette plume, puisque je travaille moi à la main, à la plume, et pas du tout à l'ordinateur, et que sur le papier, un personnage apparaît, et que vous commencez à le faire dialoguer, et d'un seul coup, le dialogue prend une autre bifurcation que celle que vous aviez prévue. On est d'abord dans l'exaltation. Norman Mailer, il disait, il existe une joie d'écrire. Et je n'ai jamais cru à la douleur de l'écrivain. En tout cas, le désir d'introspection et un léger masochisme, Philippe Labro, baigne votre écriture et l'enquête sur les réalités que vous avez traversées. D'ailleurs, on s'en aperçoit dans la réédition de ce livre « Ma mère, c'est inconnu ». À un moment, vous vous dites, est-ce que c'est légitime que je continue cette enquête? Est-ce que je suis à la hauteur des secrets de ma mère? Dois-je les délivrer ou pas, etc., etc. Donc, il y a toujours ce côté-là. Il y a toujours cette espèce d'absence de croyance en vous-même. Est-ce que c'est votre mère qui vous a transmis cette illégitimité à exister? Allez savoir. Il y a une non-quiétude, en tout cas, qui peut déboucher sur l'inquiétude, ce qui explique mes 2 dépressions nerveuses en l'espace d'une dizaine d'années. Alors, est-ce que ça vient de ma mère? C'était, n'oublions pas, j'ai employé le mot, je l'ai un peu inventé, la slavitude, qui d'ailleurs rime avec la solitude. Et c'est-à-dire cette tendance, pas seulement polonaise, qui vient de ce qu'on appelle bêtement l'Europe de l'Est, puisque c'est l'Europe, mais c'est l'Est, qui fait qu'on a un regard de mélancolie, non pas de tristesse, mais empreint d'un peu scepticisme et en même temps de fatalisme. Et tout ça fabrique des possibilités d'angoisse.
Et moi, effectivement, quand vous dites je ne suis pas sûr de moi et au fond je ne m'aime pas, et tant mieux, il vaut mieux pas trop s'aimer, ça vient effectivement de là, mais ça vient aussi d'autre chose, et là je tiens peut-être de mon père, après tout, le grand mystère c'est d'où et de qui tenez-vous quoi que ce soit. Hein. Il y a toujours eu chez moi, une énergie, une volonté de faire, une volonté d'avancer, de m'exprimer. Donc, Sauf quand vous êtes en panne pendant les dépressions que vous traversez. oui, effectivement. Enfin, il y en a eu que 2, et on espère que la dernière, ça sera la dernière. Ben oui, quand on est en panne, en dépression, chacun le sait, enfin tous ceux qui ont vécu cela, il n'y a plus de désir. C'est la perte du désir, et c'est l'invasion du doute. Donc vous doutez de vous. Alors moi, je crois que le doute est une arme tout à fait efficace, hein, parce que le doute, c'est une intelligence. On se pose des questions et on se remet en question. Ça peut s'appeler le surmoi, si on veut aller chez les analystes. Mais par ailleurs, il n'y a plus du tout le goût de faire et de créer. Et c'est ça qui est absolument destructeur, dans la dépression, c'est que je suis écrivain, je suis cinéaste, je suis journaliste, appelez ça comme vous voudrez, et je n'ai plus du tout envie de m'exprimer, et je considère en outre, pendant j'ai eu ces épreuves-là, que tout ce que j'ai fait est nul. C'est l'insatisfaction absolue. Or, l'insatisfaction, quand on sort de cela, je considère que c'est une arme. Et c'est ce qui m'a d'ailleurs poussé vers l'éclectisme, car j'ai fait beaucoup de choses. Non seulement j'ai écrit une vingtaine de livres, mais j'ai fait beaucoup de journalisme, 7 longs métrages, toutes sortes de choses, d'activités, même diriger un média. Parce que tout ce que je faisais ne me satisfaisait pas, donc j'allais vers autre chose. L'éclectique est l'insatisfait par excellence. Alors, bon, on en revient à maman, à Netka. Ma mère, c'est inconnu. Je ne crois pas qu'elle m'a donné tout cela. N'empêche que, et ça, j'ai découvert ça un soir, elle avait fait elle-même du journalisme. Il y a un petit carré de carton bleu avec sa photo. D'ailleurs, c'est la photo qui fait la une de la très belle jaquette de Folio, où il y a écrit Henriette Carizet, c'était le nom de sa mère, journaliste. Elle était journaliste dans les années 30. Très peu de temps. Elle me l'a jamais dit. Pourquoi ? Je crois qu'il y avait chez elle pudeur et qu'il y avait aussi une telle admiration, affection pour moi qu'elle allait jamais me dire « tu sais, moi aussi ».